messieurs, dames, il fait très, très, très chaud. Vous le voyez. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, on va parler de bons films. Et j'avoue que c'est pas pour me déplaire. Donc le stream est toujours d'actualité. Bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui sont là dans le live. Nous sommes le 26 juin 2024, jour de sortie de Sans un bruit, jour 1 pardon, A Quiet Place Day 1. J'ai fait un petit remix des deux. Et est sorti la semaine dernière, ou il y a 15 jours, de Bike Riders. Cette critique sera évidemment consacrée aux deux films. Vous pouvez aller d'un côté ou de l'autre, évidemment, avec les timecodes, si jamais vous êtes de la rediffusion. Sinon, on va commencer, regardez ça comme c'est beau, par Sans un bruit jour 1, qui est celui, justement, que j'ai vu le plus récemment, puisque c'était aujourd'hui. Je vais faire une petite critique, une petite rétrospective du film. On passera ensuite sur The Bike Riders. Ça y est, les beaux jours reviennent, l'été est arrivé, il fait excessivement chaud, mais toujours content de pouvoir parler de deux bons films, un très bon film même avec Bike Riders, et pour le coup, une très belle surprise que Sans un bruit, jour 1, un film de Michael Sarnowski, je le savais, mais je voulais pas trop écorcher le nom, avec Lupita Nyong'o dans le rôle principal de Samira, et évidemment Joseph Quinn, que vous avez peut-être reconnu, qui était le fameux Eddie de Stranger Things, qui ne sont pas les deux meilleurs acteurs, évidemment, du film, puisque le meilleur acteur, c'est lui, c'est Frodon, mais ça, évidemment, on en reparlera par la suite, parce que je peux vous garantir que cet enfant de salaud m'a fait stresser comme jamais, évidemment, on y reviendra, ça, c'est mon Frodon, on en reparlera par la suite. Sans un bruit, jour 1, écrit par John Krasinski. Ça, c'est important quand même de le souligner, puisque John Krasinski était le réalisateur des deux premiers opus, scénariste aussi, je pense, des deux premiers opus. Et j'étais très curieux de savoir un petit peu ce qui allait se passer. Donc, pour les questions que me pose par exemple Flaco, effectivement, on a un rapport direct avec les films précédents dans le rôle de Jim Henson, qui reprend son rôle de Sans un bruit 2, par exemple, qui a un petit rôle là dans ce film-là qu'on va voir. Et puis, c'est tout simplement l'origin story de l'arrivée des créatures. Alors, pour vous resituer un peu, c'est des créatures qui se fient au son, c'est-à-dire qu'elles sont aveugles, mais elles sont très, 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 très sensibles aux ondes sonores et au bruit en règle générale, ce qui fait que tu es obligé de vivre dans un silence quasiment total, parce que si à un moment donné, à mon avis, manque de bol, tu te prends un coin de porte, ou tu as un pet de travers, ou à un moment donné, tu fais un café qui sifflote un petit peu trop, même à des kilomètres, ils vont l'entendre, et ils sont pas très festifs avec l'idée de côtoyer des êtres humains. Donc là, effectivement, on est directement sur une origin story, l'histoire elle est simple, Day One. On est à New York, on quitte un petit peu la campagne, etc., qu'avait Mick Krasinski et l'ambiance qu'avait Mick Krasinski dans les deux premiers films. Là, on est à New York, c'est bruyant, on nous le dit, New York, c'est 90 décibels, c'est dans la ville, constamment. C'est l'équivalent d'un cri constant, c'est comme si tu entendais quelqu'un crier en permanence. Et on arrive à New York, et on est là au moment où ces créatures débarquent sur Terre. Voilà, tout simplement, avec le chaos total et ambiant qui en découle. Et on va suivre les aventures donc de Samira et de son chat Frodon, qui vont vivre une multitude d'aventures, qui leur consiste d'ailleurs à recroiser le personnage de Joseph Quinn, mais aussi à tout un tas d'autres choses, puisque la subtilité du film, c'est que le personnage principal est mourant. Ce qui fait qu'au lieu de vouloir spontanément aller chercher des secours et essayer de maintenir sa vie le plus longtemps possible, ce qu'elle veut, c'est retourner à Harlem pour aller manger une pizza, qui était sa pizzeria préférée de quand elle était gosse, avec laquelle elle avait l'habitude de manger avec son père, qui était un pianiste. Ça, on l'apprend au fur et à mesure du film. Et c'est justement là que c'est très intéressant. J'avais un peu peur, personnellement, du film de trop. C'est-à-dire actionneur à outrance, un peu blockbusterisé, un petit peu style Cloverfield, où je suis une légende, c'est-à-dire voilà, où je suis une légende, ou même La guerre des mondes de Spielberg, je suis une légende pour les passages en flashback qui parlent justement de la première nuit, c'est-à-dire quelque chose de quand même assez bien foutu, parce que c'est trois très bons films dont je vous parle, mais assez virulent, assez violent, peut-être pas forcément avec le même budget, peut-être pas forcément avec les mêmes ambitions, et j'avais un petit peu peur justement du film de trop. Je savais pas vraiment où est-ce qu'ils allaient s'embarquer. John Krasinski n'était plus à la réalisation, donc c'est vrai que je me demandais si on allait garder l'âme. Pour être tout à fait honnête, non seulement on garde l'âme, mais c'est un film qui m'a
assez étonné dans la directive dans laquelle il va. On est effectivement sur une origin story. Pour vous resituer la forme, etc., on est effectivement sur une origin story. Certaines séquences, j'essaie d'être le plus vaste possible parce que je vais essayer de ne pas spoiler, nous parlent un petit peu entre guillemets, du quotidien ou des systèmes de sommeil ou de nourriture ou de déplacement des créatures qu'on n'avait pas forcément dans les opus précédents. Donc il y a une espèce d'enrichissement de l'or. Il y a des séquences très très fortes. Il y a un travail, notamment comme New York, voilà, explose et que c'est vrai que on est dans les prémices. Donc l'armée a encore son mot à dire, etc. On est dans des séquences très très péchues quand il s'agit de parler d'action, avec un travail autour, cette fois certes du son, mais beaucoup plus du visuel et de la brume. Pas une brume naturelle, mais tout ce qui va être nuage de fumée dû effectivement à des explosions ou des choses comme ça. On joue énormément sur ces visuels-là. On joue énormément donc pour attiser un petit peu l'ambiance du film, pour pas être dans des jumpscares à outrance ou dans finalement de la comment vous dire, de l'horreur facile. C'est pas un film qui est gore, qui va aller dans de l'horreur bête et méchante, etc. Ça a toujours ce savoir-faire. C'est plus brut de décoffrage, effectivement, parce que là, il y a des milliers de personnes qui se font buter. Hein. On est en plein New York, il y a le chaos total, l'incompréhension, etc. Donc c'est vrai qu'on voit un petit peu ces zones-là, et c'est très quali sur la forme. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. On sent que c'est maîtrisé et qu'on garde un petit peu cette même gestion de l'ambiance. C'est difficile de rivaliser avec ce qu'avait fait Krasinski dans le sens où lui, bah, il avait amené ça en fait. Genre, il avait amené ça directement au cinéma. On n'a plus le côté novateur, on n'est plus surpris, on n'est plus étonné, on connaît la méthodologie des créatures. Mais justement, au bout d'un troisième film, réussir quand même par moment à faire frémir un peu le spectateur ou avoir des séquences relativement fortes qui sont pour la plupart extrêmement bien mises en scène dans la narration par le chat. Parce qu'il faut savoir que Samira a un chat, donc Frodon, bah, qui va être responsable d'énormément de péripéties, parce que plusieurs fois, le chat va vadrouiller à droite à gauche et les deux protagonistes vont essayer d'aller le sauver. Ça donne des scènes en termes d'adrénaline et de gestion de la tension qui sont très intéressantes, mais c'est aussi le chat qui, d'un point de vue de montage et d'avancée de narration, va par exemple être le curseur qui va présenter le personnage de Joseph Quinn à Samira dans la narration. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas dans un film comment vous dire, classique où il faut mettre un animal parce que on se dit que ça donne une petite touche attachante ou quoi. Non, là, il y a un vrai respect à la narration et il y a une vraie volonté de l'inclure à la narration, de l'inclure au montage et de faire des séquences avec lui. Un peu ce que faisait effectivement Je suis une légende avec le chien de Will Smith, où pour le coup, il y avait un vrai impact émotionnel, il y avait un vrai impact narratif et ça avait un sens. Et là, il y a des séquences qui ont vraiment, enfin, il y a quelques plans très réussis. Je pense notamment à des plans où Samira est encore toute seule et où elle est dans un New York complètement délabré, déserté, avec juste le chat qui la suit. On dirait limite un plan sorti de Last of Us. Hein. Vraiment, c'est des plans extrêmement larges avec elle qui continue à marcher. Et je vous dis, cette espèce de fumée un peu environnante avec les décombres, les débris. Enfin, c'est vrai que sur la forme, c'est très bien. Ça, il n'y a rien à dire. Ça fait vraiment le boulot et c'est loin d'être ce que j'imaginais, c'est-à-dire voilà, un vulgaire film d'appoint, si j'ose dire, en attendant Sans un bruit 3, et d'être un vulgaire spin-off qui ne raconte pas grand-chose et qui n'a pas la maestria des précédents. On n'est pas au niveau d'une réal de Krasinski, ni bah, voilà, d'un savoir-faire de mise en scène énorme comme ça, mais ça a quand même son charme par moment avec des séquences qui font mouche, et ça montre aussi, chose que faisaient déjà hein, les deux premiers Sans un bruit, c'est régulier dans ce que fait le film post-apocalyptique, hein, donc ça n'invente rien, mais ça le fait bien. Il y a quand même à un moment donné une volonté de, comment vous dire, proposer les dérives de l'être humain, notamment vis-à-vis d'une séquence entre un mec qui pète totalement les plombs parce qu'il est happé par sa peur, etc., et qu'il a peur d'y rester, et qui termine par faire un peu tout et n'importe quoi, et un vacarme monstre, Jimon en dessous, bah, qui va être contraint au pire parce que il faut évidemment sauver les siens aussi, etc. Et c'est là qu'on voit déjà que l'être humain est capable du pire et que de temps en temps, il faut faire des choses extrêmement difficiles pour le bien commun. Donc il y a cette notion-là. Mais là où le film m'a bluffé, pour le coup, parce que ça, c'est sur la forme, c'est sur certaines capacités de mise en scène, etc.
sur le travail sonore, le travail visuel, esthétique, et d'une manière justement élégante dans l'art de faire un blockbuster post-apocalyptique en termes d'origin story bien manœuvré. Là où le film est extrêmement intéressant, c'est que ça, c'est presque au deuxième plan. Le film, pour moi, se concentre sur Samira, et le film est une ode à la vie. C'est simple, clair, net et précis, et c'est ça que j'ai trouvé très fort. On est dans un univers post-apo, enfin, les prémices d'un univers post-apo, avec des milliers de morts, des créatures qui arrivent pour décimer la population, et un film qui se veut à tendance horrifique, vraiment d'ambiance, et pourtant, la dramaturgie principale est une dramaturgie extrêmement poétique, extrêmement touchante, où le personnage principal est une personne qui est mourante, qui se sait condamnée, qui n'a plus particulièrement envie de vivre et qui n'a plus finalement énormément de motivation et de choses qui l'intéressent. Ce qu'elle aimait, c'était revenir en ville, retrouver New York, retrouver Harlem, etc. Parce que ça, on le voit dès le début du film, où justement, il y a une scène qui est vraiment belle dans un théâtre de marionnettes, où on voit un peu justement la douleur que peut ressentir le personnage principal, ce côté extrêmement contemplatif, ce côté extrêmement poétique, où on voit qu'il y a un rapport à l'humain qui est très important. C'est ça, moi, qui m'a plu, c'est que c'est un film qui est basé sur l'humain, sur redonner goût à la vie. Elle le dit d'ailleurs en fin de séance. La dernière chanson, c'est I'm Feeling Good. C'est voilà, c'est très comment dire, symbolique de la manière dont justement le film veut s'écrire, s'étudier et se travailler au fur et à mesure. Le personnage de Joseph Quinn, les péripéties, l'absence de son, la redécouverte de New York, certaines séquences qui font mouche justement pour ce personnage-là qui va revenir là où son père faisait du piano, parce que justement son père s'est éteint. Il y a une très belle phrase qu'elle dit à un moment donné. Elle dit pas comment son père est mort, elle dit même pas qu'il est mort, elle dit il s'est éteint comme je suis en train de le faire, parce qu'elle se sait mourante. Et c'est ça qui est vraiment très costaud, c'est qu'il y a cette sensation à un moment donné d'une seconde vie, d'une seconde jeunesse, de se redonner goût à la vie par des choses extrêmement simples, de revoir à quel point New York peut être beau quand il est silencieux, de retrouver des bases extrêmement saines et de se retrouver, elle, au sein d'un cadre familial. Et redonner, moi je trouve ça très intéressant, que redonner goût à la vie et, comment dire, être capable d'être un film qui, même s'il est très brutal et violent et que, bon, il termine bien, oui et non, parce que pour ceux qui auront vu le film, vous comprendrez que c'est une fin vraiment à double tranchant, hein, parce qu'on peut considérer que ça termine bien, mais en même temps que ça termine excessivement mal. Dans ce genre de film-là, c'est assez rare de réussir aussi bien à inclure autant de poésie. Certains le font, Je suis une légende le faisait, La guerre des mondes en certains points le faisait, The Last of Us le fait, mais c'est dans des domaines toujours différents. Là, on est sur quelqu'un qui se sait déjà condamné et qui va vraiment se redécouvrir et réapprendre à vivre et réapprendre à aimer vivre au travers de ses péripéties et au travers de cette redécouverte d'une ville et de la gentillesse, de la douceur et aussi de l'émotion et de l'empathie que le personnage de Joseph Quinn va avoir pour elle. On a deux personnages excessivement humains. C'est ça aussi que j'ai aimé, c'est que dans les films post-apo et dans tout un tas de configurations comme ça, on va toujours avoir l'être humain mauvais, négatif, etc. Avec le côté on va te tuer pour récupérer tes ressources, des choses comme ça, ou celui qui va piller tout ce qui est possible et imaginable, et que ça existe, c'est vieux comme le monde. Là, on n'est que dans de la douceur. On n'est que dans de l'humain et que dans de la douceur. Et quoi de mieux justement pour personnifier ça, c'est le personnage de Frodon. Pour moi, c'est un personnage à part entière. Le chat, je vous l'ai dit. Alors, très honnêtement, c'est un des films, mais là, je parle d'un point de vue subjectif. C'est un film relativement classique dans sa manière de faire, dans sa réal, sa mise en scène, son montage, ses séquences d'ambiance. C'est bien fait, mais c'est relativement classique. Le chat m'a donné des sueurs froides. Parce que moi qui ai énormément d'empathie pour les animaux et qui déteste voir des animaux tués au cinéma, il y a énormément de séquences où tu peux te demander si à un moment donné,
et bah, malheureusement, il va faire un petit miaulement de trop ou des choses comme ça. On joue énormément avec le spectateur là-dessus. C'est peut-être le point, entre guillemets, un peu too much du film, c'est-à-dire que ce chat défie toutes les lois possibles et imaginables. C'est un chat qui ne fait aucun bruit, qui accepte d'être pris dans les bras de sa maîtresse tout le temps, qui passe dans des tunnels et se fait noyer, mais réussit à s'en sortir sans se noyer alors que les personnages peinent à remonter le rivage. C'est un chat qui se débrouille pour aller un peu à droite à gauche et qui va ramener les personnages, etc. Ceci, cela, partout. Il arrive à les retrouver de partout. Alors c'est vrai qu'en termes de cohérence, c'est pas forcément voilà, on n'est pas sur le truc le plus cohérent qu'on ait vu dans l'univers post-apo, parce que c'est largement impossible en soi, hein, en théorie. Mais ça a une telle poésie, ça a un tel savoir-faire. Il y a des plans notamment où il y a des cendres absolument partout, parce que c'est des nuages de cendres à perte de vue. Et en fait, le chat va voyager à travers les cendres. Et puis, on a l'impression d'avoir des plans dignes de Stray, du jeu vidéo Stray. Vraiment, hein. Il y a des plans qui sont exactement dans ce côté contemplatif poétique, parce que la réalisation se focus énormément sur le chat. C'est pas qu'un moyen, enfin c'est déjà bien, mais c'est pas qu'un moyen d'amener de la narration, c'est pas qu'un moyen d'aller de péripétie en péripétie, c'est pas qu'un moyen d'emmener d'un personnage à un autre, c'est aussi un moyen d'avoir des beaux plans contemplatifs où on va voilà, montrer une image douce, belle et extrêmement poétique dans un univers totalement délabré, désœuvré et extrêmement violent. Quoi de mieux que de le faire avec un chat? C'est con, mais quoi de mieux que de le faire avec un chat? Parce que ça marche. Parce qu'en termes de mise en scène, il provoque quelque chose. Parce qu'il est la représentation animale de cette douceur, de cette poésie, de cette passation de pouvoir et en tout cas de cette humanité et de cette empathie que peuvent avoir les deux personnages principaux, donc de Samira et je crois que c'est Eric. Je vais vous redire ça, mais je crois que le personnage de Joseph Quinn s'appelle Eric, voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était très bien vu. Et d'ailleurs, le chat a un lien assez lointain, mais a un lien aussi avec Jimon Hensu. Puisque Jimon Hensu récupère son rôle de Sans un bruit 2, puisque là on est Day One, mais il récupère son rôle de Sans un bruit 2 si jamais vous l'avez vu. Et c'est grâce au chat que le personnage de Jimon Hensu apparaît dans le film. Par concours de circonstances, où le fils de Jimon Hensu, qui est avec lui à ce moment-là, regarde le petit chat, lui dit comment il s'appelle, etc., le caresse un petit peu. Eh ben, tu verras Sky avec plaisir, hein, si tu as l'occasion de le voir, Sans un bruit 2, qui est très bien aussi. Le personnage de Jimon Hansu est un des personnages, pour le coup, on le voit beaucoup plus, est un des personnages d'une péripétie centrale du film. Donc ça fait le lien, en fait. Les connectiques sont faites entre les trois films, malgré tout. Ça, c'est intelligent aussi. Alors, c'est pas le film le plus... voilà, c'est pas le plus grand film de l'année, etc. Ça réinvente rien de particulier. Mais dans tout ce que ça propose, ça le propose bien. Et j'ai même trouvé aussi que l'idée d'aller chercher autant de poésie, autant de douceur et finalement autant de volonté de vivre dans un film comme ça où la personne pourtant est mourante et où chaque bruit peut la faire tuer, ben, je trouve ça extrêmement attachant. Et c'était précisément pour moi ce qu'il fallait faire avec Sans un bruit. Les deux premiers étaient assez profonds. Quand même, il y avait beaucoup de profondeur, hein, dans l'enjeu familial et dans la structure familiale du premier, dans le rapport un peu plus violent du deuxième, et dans la structure de mise en scène, puisque la mise en scène aussi, pour marcher sur le son avec le premier et le deuxième, où on a un personnage qui est, je crois, sourd-muet, et qui fait que ça donne énormément de séquences où on voit rien, on n'entend rien. Là, on est dans quelque chose de différent, mais qui, à un moment donné, fait vraiment le travail sur des séquences angoissantes. Donc ça réinvente rien de particulier, mais ça arrive à donner quelques petites bribes supplémentaires au lore du Sans un bruit universe, puisqu'il y aura un jeu vidéo qui sortira bientôt. Donc on peut quand même plus ou moins parler d'univers, hein. Ils ont l'air de vouloir vraiment s'inscrire dans un univers assez intéressant. Moi, j'aime bien. C'était une très belle surprise. Je l'avais noté 7,5 sur 10. Ça fait 15 sur 20. Je lui donnerais, moi, sur Letterboxd, un bon 3,5. Je l'ai préféré au deuxième. Le 1 est quand même au-dessus, hein.
avec Krasinski et Emily Blunt, parce que c'est le premier, puis parce qu'effectivement, il y a un savoir-faire qui est quand même assez incroyable, et puis beaucoup plus suggéré, beaucoup plus intimiste. Là, on a quelques séquences assez fortes, hein, quand même. Je me demande quel est le budget, d'ailleurs. Je vais vous dire ça. Le budget du troisième par rapport au premier. Je serais curieux de savoir, mais fiche technique. Là, on est sur un budget. On est sur un budget qui n'est pas noté. On est sur un budget qui n'est pas noté. Alors, à savoir que la production, elle est de Michael Bay. Je voulais regarder si Sans un bruit était produit par Michael Bay aussi à l'époque. Oui, c'était déjà produit par Michael Bay. Le budget était de 61 millions de dollars pour le deuxième. Et pour, oh bah pour le premier, à mon avis, ça devait être beaucoup moins. Et Michael Bay était déjà à la prod. 17 millions. 17 millions de dollars seulement. C'est un budget dérisoire aujourd'hui, hein. 17 millions de dollars pour le premier. 61 millions pour le deuxième. Et pour le troisième... 67 millions. Un petit peu plus que le deuxième. Pas tant que ça, finalement. Après, ils ont l'avantage de beaucoup tourner, d'assez peu tourner dans les grandes avenues, d'avoir très peu de casting. Donc ça, forcément, ça coûte moins cher. De très peu tourner dans des grandes avenues. On est souvent dans des églises, on est souvent dans un bar abandonné, dans des choses comme ça, voilà, dans des endroits où ils peuvent se planquer, dans des appartements déjà totalement délabrés. C'est vrai qu'on a cette opportunité-là et bah, d'avoir beaucoup de segments en huis clos. C'était déjà le cas dans les deux premiers, hein. Il y avait quand même s'il y avait aussi l'extérieur, on avait beaucoup de segments un peu à enjeu qui se déroulaient en huis clos. Donc c'est intéressant. Le fait est que alors, ce qui me rassure, c'est que le film n'a pas coûté beaucoup, 67 millions. On était très peu dans la salle. Je sais pas, Skay, si tu es toujours là, si tu peux me dire combien vous étiez quand t'es allé voir Sans un bruit. Euh, Normalement, il rapporterait 150 millions de dollars, il serait à peu près rentable. Il rapporterait 2 fois et demi le budget, donc ce serait relativement rentable. Il faudrait qu'il aille chercher 150 millions. Je vais regarder le box-office, justement, bah, des premiers, parce que je n'ai aucune idée du box-office des premiers. Euh... Putain, mais il n'y a même pas les références. C'est fou, ça. Ah oui, non, mais attendez, c'est parce que j'étais pas sur le bon. Accueil, voilà. 297 millions a fait Sans un bruit 2. Alors, il n'a pas fait 1 million d'entrées en France, mais il a quand même fait 297 millions de box-office Sans un bruit 2 pour un budget de 61 millions. Donc, c'est un énorme carton. J'imagine même pas le premier. Sans un bruit 1, 340 millions. Vous imaginez, vous êtes une industrie, vous faites confiance à Krasinski, 17 millions, vous lui donnez, il vous en rapporte 340 millions. 340 millions. C'est énormissime, c'est un succès énorme. Alors en France, il n'avait pas fait de millions non plus. On était à 647 000 pour l'un et 650 000 pour l'autre, donc ça se maintient. Par contre, voilà, 340 millions, je ne sais plus combien je vous avais donné pour l'autre, 270 millions, 297. Le deuxième a un peu moins fonctionné que le premier, étonnant quand on sait qu'il y avait pourtant Cillian Murphy. Je me demande ce que va donner le troisième. C'était dans des petites salles, on devait être 10 maximum. Zaldi me dit on était que 6. Sky, c'était une vingtaine, trentaine dans la salle, mais je m'attendais à plus. Sachant que même Furiosa, ouais, a bidé. J'ai peur que l'immense carton vice-versa et que la sortie aussi du Comte de Monte Cristo en France fasse énormément de mal à Sans un bruit Day One. Et j'espère vraiment qu'il arrivera au moins à rentrer dans ses frais. Il faudrait qu'il fasse 150, 200 millions. S'il faisait entre 150 et 200 millions, ce serait un petit succès quand même. Alors ça baisserait, mais dans la mesure où c'est un spin-off, je pense que ça remonterait avec A Quiet Place 3, hein, donc Sans un bruit 3 qui est en préparation, hein, qui va se faire. Donc a priori, normalement, le potentiel peut-être, j'espère que non, échec de celui-là, je pense pas qu'il engendrerait énormément de choses négatives pour la suite, hein, puisqu'il est déjà en préparation le prochain. Mais je vous dis, hein, c'est un film qui mérite d'être vu parce qu'il a une véritable poésie. Il a un message de l'amour pour la vie, une ode pour la vie,
et c'est beau en plus quand tu sais que c'est de la part d'une mourante qui est vraiment intéressant. Il a une photographie qui est très belle aussi. Le travail du son, le travail musical hein, en termes de bande originale est toujours intéressant parce que c'est pas trop. Ils arrivent vraiment à ne pas mettre comment dire, à ne pas tomber dans le cliché de mettre énormément de musique clinquante, etc. sur des séquences d'action. La plupart, c'est vraiment sans musique de fond et ça aide vraiment à s'inclure dans le film et ça aide vraiment à aller chercher une ambiance et à transporter le spectateur directement au sein du métrage. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et, non, oui, oui, c'est un film qui mérite d'être vu. Le travail de la photographie est très beau aussi. J'en parlais hein, sur des plans larges, sur pas mal aussi de plans proches des corps pour voir toute la peur, la tourmente, des personnages. Il y a une séquence où... alors, celle-là, je crois, Skate, c'est celle qui m'a fait le plus flipper. C'est, en fait, comme j'avais vraiment peur pour le chat, il y a une séquence où le personnage de Joseph Quinn, les deux acteurs sont excellents d'ailleurs, hein, il y a une humanité qui se dégage d'eux qui est tellement belle, sachant qu'en plus, bah voilà, Samira, bah, elle revient de loin et qu'on sent que la vie, elle a un peu dit adieu et que ça fait du bien de la revoir vraiment, reprendre espoir finalement, même s'il n'y en a pas de permis, mais de reprendre une espèce de goût pour l'envie de vivre. Et la scène qui m'a le plus marqué, c'est à un moment donné, Joseph Quinn part chercher des médicaments pour Samira. Et là, moi, je suis en mode, waouh, enfin une scène où je peux respirer, le chat est pas là. Qui c'est que Vlapa qui a suivi Joseph Quinn? C'est évidemment le chat, qui se barre en couille dans une espèce de tanière où on a limite l'impression... Moi, au début, je pensais que c'était des œufs et que c'était une sorte de tanière pour les créatures. Alors, visiblement, ça a l'air d'être des espèces de pustules ou des choses, des champignons assez étranges. Peut-être que c'est eux qui les fabriquent, hein, les créatures, et puis qui les mangent derrière. Donc, c'est le système alimentaire. Donc, ça permet en fait d'enrichir un peu le lore. Et alors là, t'as le chat qui est perché en haut, puis t'as Joseph Quinn qui monte, et tu sens qu'il est effrayé, tétanisé, et il le joue excessivement bien, le rôle de vraiment la peur mortelle. C'est-à-dire, à un moment donné, le souffle court, tu sens que, voilà, cette scène-là, j'étais comme as. J'étais comme ça parce que en fait, c'est tellement bien mis en scène, c'est tellement bien monté, et la tension est tellement constante qu'au moment où il prend le chat et que il est en larmes parce qu'il se dit qu'il a réussi, toi, en tant que spectateur, t'es là, fou. Parce que c'est vrai que le rôle du stress, et ça, il le joue bien. Il y a énormément de séquences stressantes. La plupart des séquences stressantes sont avec le chat. Il y a une séquence où il va un peu miauler à travers une porte et où on se dit, oh là, ça va faire une Komodo pour ceux qui ont vu Komodo, c'est-à-dire Rip le petit chien qui se fait avoir à travers la porte par un Komodo, ou pour ceux qui ont vu Arakatak, Rip le petit chien qui aboie devant une petite tanière d'araignée. Ouais, c'est bien trouvé parce que, encore une fois, mais ce rôle du chat est une personnification de l'humanité, de la tendresse, de l'attachement et de ce regain de vie. C'est le chat qui va, deux personnages que tout oppose, un Anglais qui est là pour faire des études, une nana qui est bientôt mourante, qui va l'attacher l'un à l'autre, et c'est ça qui donne toute la poésie du film. Le chat est pas là pour rien, pour faire une ou deux péripéties. Et ils étaient revenus au score, le Portugal, Soul, ou il y a encore un 0? Mais ils étaient déjà qualifiés de toute façon dans les Portugais. J'ai un doute. 1-0 toujours. Cette année, les films ont du mal à cartonner. Il n'y a aucun gros succès. Ah bah si, il y a vice-versa. On est quasi au juillet. Un premier film au box-office a rapporté 748 millions. À titre de comparaison, 9 films ont tapé le milliard en 2019. Bah, peut-être parce que les gens vont moins au cinéma. Peut-être parce que les gens en ont marre de voir toujours le même style de cinéma. Peut-être parce que bah, les gens n'ont pas la curiosité d'aller voir des vrais bons films. C'est-à-dire Furiosa, par exemple, où c'est quand même un peu un scandale que le film n'ait pas fonctionné. Voilà. Il y a beaucoup de considérations. Moi, je trouve ça hyper dommage que les gens n'aillent plus au cinéma pour voir des vrais projets intéressants, que ce soit des projets d'auteur ou avec plus de budget, mais voilà, qui restent du vrai cinéma, hein, comme Furiosa. Après, c'est vrai qu'il y a le streaming qui arrive très tôt, peut-être trop tôt dans certains... Enfin, trop tôt, oui, dans certains pays,
Moi, je suis partisan de la chronologie des médias parce que la chronologie des médias fait que, effectivement, si le streaming ou si les rediffusions ou les choses comme ça arrivent pas très tôt chez nous, bah, ça nous donne encore plus envie d'aller au cinéma avant potentiellement de pouvoir le revoir. Et surtout, ça donne de l'argent ensuite aux petits distributeurs et puis aux petits films, etc. Donc la chronologie des médias est importante. Il n'y a que Régis le singe hein, pour vous dire qu'a priori, il faut l'abolir. Mais enfin, ça se saurait si Reg le gorilla avait une espèce de quelconque condition d'intellect pour le cinéma, on le saurait depuis longtemps. S'il avait une espèce de vision du cinéma et de connaissance et de culture du cinéma, je pense qu'on n'en serait plus là aujourd'hui. Mais oui, je pense qu'à un moment donné, le cinéma, il y a peut-être aujourd'hui voilà, des gens qui ne veulent plus voir les mêmes produits. Il y a peut-être aujourd'hui aussi beaucoup de films qui sortent sur les plateformes et on a accès à de plus en plus de plateformes qui fait que les gens ne veulent peut-être tout simplement plus aller au cinéma parce que tout est à peu près à portée. Peut-être que c'est des films qui ne les intéressent plus parce que des gens se disent Furiosa, ah ouais, c'est pas vraiment la suite de Mad Max, c'est juste un spin-off. Peut-être pour Sans un bruit là, où il y a un système de s'il n'y a pas Emily Blunt et si c'est pas totalement le même délire. Il y en a, hein, c'est possible qu'ils se disent ça sur certains films. Et puis en face, bah, on a et aussi le ras-le-bol peut-être pour les Marvel, les trucs comme ça, où on sent bien que, ou DC, où on sent bien que ça floppe de plus en plus parce que les gens sont, voilà, sont pas dupes. Aujourd'hui, c'est plus vraiment de la qualité, on a envie d'aller vers ailleurs. Mais par contre, oui, vice-versa, lui cartonne. Et c'est le premier film à vraiment exploser cette année, qui atteindra très probablement le milliard, parce qu'il est déjà à 800 millions pratiquement, alors que voilà, hein, il est sorti il y a très peu de temps, hein, il date que de la semaine dernière en France, et il est sorti aux États-Unis peu de temps avant, mais quand même. Oui, lui est un gros succès. On va voir le succès des prochains films d'été. Deadpool et Wolverine, bon, quand bien même ça reste que Deadpool et Wolverine, j'ai du mal à imaginer qu'il n'ira pas chercher le milliard. Je suis très curieux de voir ce que va faire Alien Romulus. Quand même. Est-ce que Megalopolis va être un flop intersidéral ou est-ce que les gens vont aller le voir quand même parce que ça reste du Coppola et que ça, pour le coup, c'est un film à voir? Est-ce que Joker 2 va réitérer la performance du premier? Mais on est sur des films aujourd'hui. Alors, on peut se réjouir de certains flops, hein, comme The Flash, Madame Web, voilà, des films comme ça ou les The Marvels, ce n'est même plus du cinéma, c'est un hachis parmentier, un globi-boulga abject de conneries sur conneries avec un visuel consternant et pourtant on met des liasses et des liasses là-dedans. On peut se réjouir bah, de l'échec de ces films-là, encore que faut aussi savoir que les réussites de ces films-là permettent à d'autres petits films à plus petit budget d'exister. Ça, c'est vrai aussi. Quand il y a des retours sur investissement importants, bah, de temps en temps, les studios mettent un petit peu plus ou ailleurs, etc., dans des films à petit budget ou autres. Bon, ça aussi, c'est important hein, de le renier. Hein. Peut-on aujourd'hui vraiment se satisfaire d'un flop, sachant que derrière, bah, il y a quand même potentiellement d'autres films bien meilleurs qui peuvent être financés avec les recettes. Il y a à boire et à manger hein, dans cette configuration de pensée. Dans le sens où, clairement, on peut se poser la question de est-ce que il faut que ces films-là flopent pour qu'ils ne se fassent plus ou est-ce qu'il faut qu'ils continuent pour que bah, le cinéma puisse perdurer aussi. Moi, j'espère que les gens ont toujours envie d'aller au cinéma. Voilà. J'espère que les gens ont toujours envie d'aller au cinéma et j'espère que les gens aiment se déplacer au cinéma puisque je considère personnellement que aucune séance à la maison ne vaudra jamais un grand écran. Ça, c'est clair, net et définitif. Le nombre de films que j'aurais aimé découvrir au cinéma et que finalement, j'ai pas pu avoir l'opportunité de parce que c'était en streaming, bah, il y en a quelques-uns où j'étais en mode putain, j'aurais bien aimé, quoi. Le live de Johan est terminé, discussion passionnante. Normal, il n'y avait pas le Renault. Alors ça donne quoi ce sans un bruit. C'est vrai qu'il était sur House of the Dragon aujourd'hui le Johan, ouais, il le fait le mercredi. Et bah c'est ce que je disais, Preach, c'est un très bon film. Enfin c'est un bon film, c'est un très bon film dans le genre, c'est une très bonne origin story, c'est très intelligente parce que qui te prend un contre-pied. On va pas dans le blockbuster à outrance, on est beaucoup plus dans la poésie, dans le rapport à l'humain, dans l'envie de vivre envers et contre tout. C'est un film qui te plairait, Preach, parce que c'est un film qui redonne goût à la vie à une mourante. Parce que le personnage principal est mourant. Il y a des séquences extrêmement poétiques, énormément d'alchimie entre les deux acteurs principaux. Il y a un chat, ça déjà, bon voilà. C'est plus Krasinski à la réal, mais c'est lui qui écrit, donc tu retrouves un peu sa patte quand même narrative.
Et puis alors après, sur toute la forme, tout ce que faisait déjà bien les deux premiers, ce film-là le fait aussi. La surprise en moins, c'est un peu plus péchu forcément, parce que bah, c'est à New York et qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais c'est... non, non, c'est très costaud. Et voilà, il y a énormément de scènes d'une grande affection. Vraiment d'une grande affection. Notamment, son père était pianiste et il mangeait toujours une pizza. On a le personnage de Joseph Quinn qui, alors que la pizzeria a explosé, finalement, elle fait tout un trajet pour récupérer une pizza qu'elle ne peut pas avoir. Alors, c'est très symbolique dans la mesure où ça la rapproche de son enfance avec son père. Joseph Quinn va écrire le nom de la pizzeria sur une pizza qu'il a trouvée dans une autre pizzeria, rien que pour le symbole. Ils vont manger une pizza, il va lui faire des petits tours de magie, un petit peu stand-up one-man show en silence, mais pour lui redonner l'envie de sourire, le goût à la vie, dans justement dans le piano jazz où jouait son père. Donc ça aussi, c'est voilà, c'est des petites choses qui frappent parce qu'il y a énormément il y a énormément de poésie derrière. Donc c'est vrai que c'est des scènes qui sont extrêmement émouvantes et c'est la marque sans un bruit d'être capable d'aller au-delà de ça. Donc moi j'ai énormément kiffé. Si ouais, je transpire, c'est un délire. J'ai bien fait de mettre du gris. C'est genre vraiment, pour tous ceux qui voient cette vidéo, sachez qu'il doit faire un peu plus de 40 dans mon studio parce que le soleil tape avant de se coucher dans le studio. C'est waouh, c'est hardcore, mais on va pas se plaindre, les beaux jours sont revenus. Donc voilà, c'est un très belle surprise, bon film. Je lui mets la note de 15 sur 20, hein, je pense que ça les vaut. Pas du tout une suite de trop, bien au contraire, un spin-off intelligent. Et pour tous ceux voilà, qui se posent la question, le chat survit. Voilà, et c'est pas peu dire que par moment j'ai transpiré très fort parce que tous les moments de stress que j'ai eu c'était insoutenable tellement j'aurais pas pu. Moi je suis papa de deux petites loutres, je n'aurais pas pu. Mais c'est un véritable warrior. Bon, on s'est un peu assis sur la cohérence, hein, mais il n'empêche que le petit loup Frodon, en plus Frodon, enfin je veux dire bon rien que le goût est bon, hein, mais de l'appeler Frodon, mais non, c'est une vraie belle surprise. Autre belle surprise, mais celle-là, on s'y attendait. Waouh! Regardez-moi cette publicité littéralement pour parfum. Ce type, c'est Austin Butler. Le gars est beau. Et pendant 2 heures, on le voit. The Bike Riders. Alors, le film que je suis allé voir donc dimanche, très étonné de voir déjà dans un premier temps, certes, j'habite en Charente-Maritime. Il n'y a pas grand-chose en Charente-Maritime, mais on a quand même un cinéma ici qui fait 6 salles. Il n'était pas diffusé, The Bike Riders. Ok, pourquoi pas. Je regarde à Saintes, beaucoup plus grande ville, pas diffusé. Je me dis, bon, ok, je vais voir aller à Rochefort, peut-être, il y a aussi des salles, pas diffusé. Je suis là, je me dis, ouais, ben, c'est juste... Alors, pour savoir, c'était l'une de mes plus grandes attentes de l'année. Ok, je vais voir au CGR de La Rochelle. CGR, il y a quand même une dizaine de salles, ce serait bien le mort. Je suis de là-bas. De Saint ou Rochefort, Zaldi? Ah bah tu vois, bah, il n'était pas diffusé. Il a fallu que j'aille à La Rochelle. Bah t'es du coin, on habite juste à côté, hein. Et des bisous, mon Sky. Merci beaucoup d'être resté. Ouais, ouais, Bike Rider, je te le conseille. Si jamais Sky, Bike Rider, je te le conseille vraiment. C'est pour moi l'un des 3 meilleurs films de l'année. Je commence tout de suite, voilà, par les vibes du sujet. Bike Riders est pour moi l'un des 3 meilleurs films que j'ai vus cette année pour l'instant. Je me déplace à La Rochelle, je regarde et je me dis, mais du coup, il n'est pas dispo non plus au CGR. Et il a fallu que je me renseigne, que j'aille dans mon cinéma de Royan pour voir un pote que j'avais pas vu depuis 15 ans, qui me dit, écoute, il y a un cinéma indépendant à La Rochelle, c'est le CGR Dragon, vas-y, peut-être qu'ils l'ont, et ils l'avaient. Voix originale sous-titrée, dimanche 13h30. J'ai pu le voir la semaine de sa sortie, un dimanche. C'est une petite claque. Pas diffusé dans beaucoup de cinémas malheureusement parce que je pense qu'il le mériterait. Bike Riders est pour moi l'origin story parfaite de Sons of Anarchy. Comment passer d'un club et d'un amour finalement à la fois pour le monde de la moto, le monde de la mécanique et aussi un amour de différentes personnes qui sont des reclus, un peu des rebuts de la société qui vont se trouver et s'apporter finalement quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit de famille. Comment arriver de là à un club qui sera finalement, on le voit à la fin de Bike Riders,
englués dans des affaires de gang avec de la drogue, de la prostitution, du trafic d'armes, des choses comme ça. Exactement ce dans quoi mouiller Sons of Anarchy. Pour moi, Backriders, alors en plus c'est très intéressant parce que le pitch est inspiré de faits réels. Ça parle d'un photographe dans les années, je vais vous dire 65-73 ou alors 68-73, je me souviens plus. Euh, Ça parle d'un photographe qui faisait un reportage donc sur les Vandals de Chicago. Alors c'est l'Amérique profonde, hein, c'est vraiment le Midwest. Moi, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma, mais c'est une carte postale du Midwest. 65-73, ouais, j'avais un doute entre les deux, donc c'est sur 8 ans. Et bah, il va photographier et en même temps enregistrer et écrire un bouquin, donc c'est inspiré du bouquin, sur ces gangs-là, enfin sur ce club-là qui a vraiment existé. Il y a des images d'archives à la fin sur ces hommes-là dont la plupart ont vraiment existé aussi. Je ne sais pas jusqu'où le film est romancé, mais en tout cas, ça le suit vraiment. Et ce qui est très intéressant, c'est quand je parle d'origin story, non seulement bah, tu as ce système d'origin story où si tu as vu Sons of, tu as l'impression de comprendre comment le club de Sons of est devenu ce qu'il est, mais tu as aussi un peu comme une origin story de tous les clubs de bikers que tu vois aujourd'hui qui écument les États-Unis, avec ce que j'adore, moi, dans le cinéma, c'est mon cinéma préféré, je pense. C'est l'autre visage de l'Amérique. Là, on est dans un Midwest proche de Chicago, qu'on voit très rarement, assez campagnard, etc., mais que j'adore. C'est là où, justement, je trouve que Sons of faisait fort, c'est que c'était en Californie, mais c'était vraiment nord-californien, donc dans des petits patelins, etc. C'est ce que fait énormément euh, le cinéaste des Brasiers de la colère, qui l'avait fait dans Affamé, voilà, où on voit, peu importe le sujet, cet autre visage, comme je l'appelle, de l'Amérique, comme The Silencing, comme Shot Caller, comme des films que j'aime bien, comme Rick Roman Vogue le fait tout le temps avec ce qu'il appelle le cinéma soldat de l'authenticité. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup. Bike Riders l'est, et du fait qu'on est dans ce cinéma, enfin dans cette époque des années 60-70, on est d'autant plus dépaysé et on voit un peu cette origin story qui est voilà l'avènement des clubs de bikers tels qu'on les a aujourd'hui et c'est hyper intéressant. Et merci mon Johan pour le raid. Comment ça s'est passé le streaming sur House of the Dragon? Très bon épisode mon Johan. Est-ce que ça a parlé de Kristen Cole? Et est-ce que ça l'a renvoyé directement se faire mettre? Voilà, c'est la question. Parce que si c'est le cas, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Bah, c'est une super époque, hein, Cebu. C'est une super époque. Et voir un film en fait sur les bikers à ce moment-là, encore plus quand tu sais que c'est inspiré de faits réels, c'est tout de suite prenant. D'un point de vue filmique, il y a un gros ventre mou, je trouve. Le film dure 2 heures, il aurait pu faire un quart d'heure, 20 minutes de moins. Je sais pas si tu l'as ressenti, Preach. Il y a un ventre mou. Là, je spoilerai pas pour ceux qui veulent aller le voir, évidemment, mais entre l'une des péripéties finales qui concerne Tom Hardy et voilà, le finish et l'arrivée de Norman Reedus, entre guillemets. Voilà, on attend l'arrivée de Norman Reedus, alors qui est exceptionnel dans le film, hein, Norman Reedus, vraiment. Mais entre ce passage-là et le dénouement avec Tom Hardy, il y a un petit ventre mou qui aurait gagné d'être coupé de 15-20 minutes, où tu sens que, bon, il y a moins de choses à raconter, mais sinon c'est un film simple mais tellement efficace, d'une photographie chaude, exceptionnelle, d'un point de vue de mise en scène où il y a une iconisation des personnages que j'ai trouvé bluffante, et alors l'iconisation principale c'est lui, dès le premier plan. Dès le premier plan où il est au bar, et par la suite, quand il y a un plan que je trouve merveilleux, c'est celle qui sera sa femme est sur le point de partir du club et elle le regarde et il est adossé un peu à un billard et il va juste relever la tête. C'est un plan pour parfum. C'est-à-dire globalement l'iconisation non seulement de l'acteur Austin Butler, l'iconisation de la beauté telle qu'elle est faite, de la beauté un peu comme l'est Norman Reedus, parce que beaucoup de femmes, alors c'est vrai que Norman Reedus, il a un physique assez spécial, hein, mais beaucoup de femmes le trouvent extrêmement charmant. Il y a cette iconisation de la beauté sauvage, violente et charmante que représente Austin Butler, qui est excellemment bien mise en scène, et c'est pas évident forcément de mettre ça en scène sans tomber dans le cliché. Et voilà, l'iconisation du biker, c'est sur une scène où vraiment tu as l'impression d'être dans une pub pour parfum. C'est même pas dit de manière péjorative. C'est vraiment une pub pour parfum en légende. Mais alors, quand tu sais que ça commence comme ça, tu vas avoir un film qui a un travail de précision en termes de réalisation qui est extrêmement intéressant.
Et alors, tous les acteurs le jouent exceptionnellement bien. Vraiment, il y a un casting là-dedans, il y a Tom Hardy. Alors lui, redneck jusqu'au bout des ongles, mais tellement fort dans sa proposition. Et ça fait plaisir. Mon Dieu que ça fait plaisir de revoir enfin Tom Hardy dans un rôle important, de revoir Tom Hardy loin des Venom, etc., mais dans un rôle où il est toujours à la lisière entre le bien, je dirais pas le mal, mais entre le bien et comment dire, il est pas clair, il est pas clair hein, dans Sons of Anarchy, il est beaucoup moins vicieux, beaucoup moins calculateur, mais il sait ce qu'il faut pour que le club fonctionne. Donc il a ce côté entre le bien et le réel leadership, où de temps en temps tu dois faire des choses difficiles pour le bien commun, ça il le comprend. Mais ça reste quelqu'un de relativement humain, et alors il a une performance exceptionnelle, un accent à couper au couteau qui est génial. Donc Tom Hardy, ouais, très bon. Quel est le pire, voir Kristen Cole à l'écran ou voir jouer l'équipe de France à l'Euro? Bah, il y en a un que j'ai réussi à passer à côté jusque maintenant, c'est l'équipe de France, ça m'intéresse pas. Donc pour moi, ça va, je n'ai qu'un mot. De deux mots, autant choisir le moindre, ça va, moi j'en ai qu'un. Mais alors, ouais, Kristen Cole, ouais. Faut dire qu'il joue bien l'enculé hein, pour que vraiment on le déteste à ce point-là. C'est pas une raison pour que tout le monde, voilà, il y ait des guignols pas possibles qui viennent insulter l'acteur simplement parce que l'acteur joue le rôle d'un connard. Ça s'était déjà arrivé avec Eugene dans Walking Dead, je comprendrai jamais. Mais, euh, mais quand même, ouais, c'est un sacré personnage. Le léger parallèle avec Clay se fait facilement. Oui, mais tu vois, justement, Preach, je trouve que le rôle de Tom Hardy ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reste humain malgré tout. Il y a beaucoup de configurations, notamment vis-à-vis du rôle de Cockroach, de Cafard. Avec Clay, on sait comment ça aurait terminé. Avec Tom Hardy, il pense d'abord à c'est vraiment ses enfants. C'est vraiment son club. C'est l'amour du club, l'amour familial, sans tous les travers qui vont avec. Les travers sont amenés après par le petit jeune qui veut être calife à la place du calife. Donc c'est encore différent. Parce que là, lui, il a une. Ouais, je trouve qu'il a quand même une humanité. Et tous les acteurs sont bons. Tom Hardy, le revoir là-dedans, ça fait tellement plaisir. On a Michael Shannon qui a un rôle aux antipodes de ce qu'il fait d'habitude. Ben, vraiment, lui, je crois qu'il joue. Alors, je sais plus si c'est un Russe ou un Tchétchène ou un truc comme ça, mais un Letton, je crois, immigré depuis quelques années, complètement dingue, qui parle quasiment pas, mais qui a une tronche pas possible et qui joue bien. Il y a l'acteur, alors je me souviens plus de son nom, mais il y a le comédien qui jouait dans The Predator et qui jouait le méchant dans Logan et qui joue très bien aussi, là, qui joue le rôle d'un mécano, qui joue très bien, qui a un peu le bras droit, l'un des bras droits de Tom Hardy. On a Norman Reedus qui est à des années-lumière du charme de ci, de ça. Il arrive de Los Angeles, il a les cheveux à peu près orange, il a des chicots, mon pote, mais dégueulasse. Il s'est jamais lavé les dents depuis 12 ans. Un accent de malade. Et puis hyper festif. Pas le Norman Reedus qu'on voit dans Walking Dead. Hyper festif, machin et tout, toujours prêt à déconner, hyper serviable, hyper loyal, il vient de LA, machin, méconnaissable. Mais alors, génial, parce que lui, c'est le mec. Il aurait pu avoir Jeffrey Dean Morgan aussi, j'aurais aimé. Hein. Mais lui, c'est vraiment le mec qu'il faut dans ce genre de film. Mais alors, c'est typiquement le gars où tu te dis, ah ouais, tu le travailles comme ça. Putain, c'est étonnant, mais en même temps, c'est vachement bien vu. Parce que je l'aurais jamais bossé comme ça, moi, au demeurant. Donc ça, pareil, c'est super à regarder. Et c'est, oui, un film qui est très malin dans la manière, justement, de travailler ses personnages. Parce que ouais, tu les sors un peu de leur sentier battu. T'as que Austin Butler, qu'on imagine être le personnage principal, et on se rend vite compte que c'est beaucoup plus axé autour de sa femme, puisque lui, passé la moitié du film, on le voit un peu moins, mais on sent que c'est voilà le casse-cou, beau gosse, même pas dragueur parce qu'il n'a pas le temps, c'est Lonesome Cowboy, quoi. C'est le cowboy en moto solitaire, mais il y a avec une iconisation qui est parfaite, et encore une fois, un travail de la photographie, de la mise en scène et du son. La bande originale, mon pote, si vous aimez le blues, le rock, le rock blues vraiment un peu ouais, années 60-70, c'est bien péchu, mais d'une précision merveilleuse, vraiment, qu'on imagine un petit peu ces sons-là de motards des années de cette époque-là. Ah ouais, c'est beau, tu vas être aux anges. Tu vas être aux anges. La BO est exceptionnelle. Moi, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et puis c'est hyper disparate.
T'as du blues, t'as limite un peu de soul, t'as du rock, rock blues, rock alternatif, musique. Et puis ça commence tambour battant, hein. Musicalement, c'est vrai qu'on y est tout de suite. C'est vraiment très 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 costaud. C'est très costaud. C'est d'une précision musicale et d'une efficacité de mise en scène où le montage vis-à-vis du son est aussi très important. Parce que mettre de la musique, etc., machin, tout ça, c'est facile. Mais réussir un montage pertinent et être pertinent lui-même dans sa capacité à faire en sorte que la musique en sorte glorifiée tout autant que les personnages, la mise en scène, la narration, ça c'est moins évident. La narration est classique. C'est des prémices du club jusqu'à techniquement pas sa fin, mais jusqu'à la fin de la plupart des personnages qui faisaient justement partie du club à son origine. Donc c'est vrai que voilà, c'est relativement classique dans sa narration et euh, dans son dans son déroulement, mais c'est voilà, c'est maîtrisé de bout en bout. Des plans au ralenti, vraiment encore une fois, moi c'est le mot que j'emploie, mais iconique, d'iconisation un peu comme tu peux avoir Rusty James, Easy Rider, Sons of Anarchy, où là le rôle de la moto est mis sur le devant de la scène. C'est-à-dire que Sons of Anarchy, sur l'ensemble des saisons, il y avait quand même, et Boyd Holbrook, c'est ça, mon soul, qui est un bon acteur, hein, qui est très bon dans ce film-là d'ailleurs, une des surprises de le voir dans ce film. Euh, euh, Sons of Anarchy, au fur et à mesure des saisons, la moto, le club en lui-même, était limite passé au second plan. C'était un moyen de déplacement, etc. Mais on en perdait un peu la saveur. Là, on perd rien. Là, on est vraiment dans cette thématique de revaloriser ce club de motards et où on a une passion pour la mécanique comme peut l'avoir Austin Butler qui est excellente. Des gens qui n'ont que ça. C'est des gens qui n'ont que ça, encore une fois, qui sont reclus, redneck et qui font que ça. J'attendais que ça pète à un moment. Bah, il y en a beaucoup qui me l'ont dit sur Twitter, etc. Magic. Moi, je suis pas d'accord, c'est inspiré de faits réels. Si à un moment donné, ils avaient placé ça sous un système comme Sons of de vengeance, vendetta, ceci, cela, à outrance, et que bah, on en était arrivé à quelque chose qu'on avait déjà vu, j'aurais trouvé ça moins intéressant. Parce que ça aurait été romancé. Là, ça suit un bouquin, c'est inspiré de faits réels, autant rester sur cette thématique-là. Si eux ne sont pas vengés, ce serait bousiller un peu la mémoire des gars aussi qui ont travaillé en fonction, quoi. L'iconisation de la route et des motos aussi, ces plans où on aperçoit les lignes des motos à l'horizon, pas encore nettes, j'adore. Ouais, puis les plans où t'as une trentaine de motos qui suivent, où c'est la liberté. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. The Bike Riders est l'exemple parfait d'un film qui oscille entre liberté et chaos. Les limites de la liberté, les limites du pouvoir, les limites de l'esprit de famille. Tout est questionné dans le film. Le film questionne à tout moment ces 3 points. T'as la liberté, à tout moment dans le film, t'as envie d'être eux, mais quelque part, t'es aussi dans la réserve parce que c'est un film qui montre les zones d'ombre de ces gars-là. Et les limites de la liberté et les limites d'être ce qu'ils sont. Vis-à-vis du club et de l'importance du club et de le fait que le club grandisse. Parallèle qui est intéressant, c'est que Tom Hardy, au début, n'est pas d'accord pour créer un club à Milwaukee, je crois, et il finit par dire oui. Et le personnage qui va provoquer en duel à la fin du film Tom Hardy s'était fait recaler par Tom Hardy, mais a réussi à être pris finalement à Milwaukee. Pareil, comme quoi le côté un peu karma, je l'ai trouvé assez bien vu. Je sais pas si ça s'est réellement passé comme ça, mais je l'ai trouvé assez bien vu, assez malin en fait que la boucle soit bouclée, mais malheureusement de triste manière, puisque c'est le début de la fin du club ensuite. Pareil, l'esprit de famille. Ça, Preach, je l'ai vu tout de suite. Le fait qu'à un moment donné, Tom Hardy dit « Je te prends toi et juste toi, faut que tu largues tes potes. » C'est le rite de passage. Je te prends toi, t'as l'air d'en vouloir, mais le mec, s'il a 2 de QI, il sait que... Moi, je l'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais fait. Le meilleur moyen de rentrer dans un club avec esprit de famille, c'est de dire « Non, je préfère rester avec mes potes, c'est ma famille, c'est nous tous ou personne. » Là, Tom Hardy, il aurait dit « D'accord, vous pouvez tous venir. » Évidemment. Moi, je l'ai calculé comme ça, Preach, hein, mais je pense que Tom Hardy aurait accepté tout le groupe si le leader avait dit au groupe d'accord. Et là, il a dit non, non, mais va te faire foutre, tu vois. C'est la manière de montrer l'esprit de famille, de matière de montrer comment être un homme, et bah voilà, les dérives de la liberté, de la compassion, et c'est super.
Je verrai le film en Blu-ray. Il faut, c'est beau, il est vraiment génial, hein. J'ai adoré voir Norman Reedus dans autre chose que The Walking Dead et il est incroyable. Bon, c'est justement, ça pourrait être un rôle de prédilection pour lui, mais ça ne l'est pas parce qu'il est dans un contre-emploi finalement total. Et ça, c'est hyper intéressant. Qu'il arrive à avoir ce contre-emploi-là, alors que pourtant, lui, c'est un enfant de la balle, hein, en termes de mécanique, j'ai trouvé ça très fort. Et puis, il y a des scènes d'action assez intéressantes quand même. Il y a des plans visuellement, en termes de photographie, d'architecture de plans. Quand le groupe de Tom Hardy finissent par cramer un bar, après les incidents survenus avec Austin Butler, les flammes partout, le côté pouvoir où Tom Hardy, tu sens que peut-être là, il est sur le point de sombrer un peu côté obscur, en mode non, non, mais on n'a pas besoin de partir, ils ont peur de nous, ni les flics, ni les pompiers, personne ne fera rien. Là, tu sens la puissance. Voilà, ils ont peur de nous. Là, tu sens la puissance que les mecs, ils ont réussi à avoir. Tu sens waouh, tu sais, le côté surpuissant que les mecs, ils ont. Et moi, j'adore. J'adore parce que ça, c'est du Sons of Pure. C'est du Sons of Pure. Mais c'est ça qui est intelligent et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait le charme de Sons of Anarchy, de Easy Rider, de films comme ça où t'as un fond qui est toujours extrêmement important derrière la forme et derrière le potentiel film de biker. Et puis là, encore une fois, je vous dis, le casting est exceptionnel, l'iconisation, le travail photographique de mise en scène, la bande originale, enfin, c'est vraiment tout. Ouais, y a beaucoup de plans qui sont très très costauds, très très forts, hein. Très très fort. Alors je sais pas combien il a coûté lui au box-office et c'est pas un film qui aura une suite, mais j'espère qu'il fonctionnera. Je sais pas exactement comment il démarre, parce que je vous dis, je suis quand même très surpris de voir si peu de cinéma à voir. Il faut prier quand même, hein. Il faut prier pour que certains distributeurs et certains cinémas se décident à le prendre dans plusieurs semaines. C'est le cas par exemple à Royan au Lido. Je sais que Challengers, ils l'ont eu plus tard, le film avec Zendaya. Je sais pas s'ils ont fait beaucoup d'entrées, mais ils les ont pas misés dessus tout de suite, mais ils l'ont eu 1, 2 ou 3 semaines ensuite. Après, ils ont décidé de le diffuser. Je pense, étant donné qu'ils ont l'affiche, que The Bike Riders, ils le diffuseront aussi pendant l'été. Mais ce serait bien que ce soit un film qui soit indemnisé et qui ait un petit succès, parce que c'est un très très bon film. C'est, ouais, j'ai mis 9 sur 10. C'est globalement entre 8,5 et 9 sur 10 sans aucun problème, matin, midi et soir. C'est un très très bon film de ce genre-là, qui a une intelligence d'écriture et surtout des performances d'acteurs. Même Austin Butler, le regard, l'attitude, le côté chien fou, redneck sauvage, Tom Hardy, Norman Reedus, Michael Shannon, la femme d'Austin Butler, qui est géniale aussi, qui est une nana, voilà, tu sens que c'est un peu la rejeton des années 50, bien propre sur elle, un peu à la Fallout, quoi. Moi, j'ai vu ça à Preach un peu. Le personnage un peu fin des années 50, bien propre sur elle, à la Fallout. Oui, oui, j'ai déjà un mari, tout ça. Moi, je suis très guindé. Et au final, qui va se terminer à devenir un peu comme eux, puis à être la voix de la raison des bikers, etc. Et puis à adorer ce groupe. C'est limite plus intéressant, je trouve, que Tara dans Sons of, où Tara, bon, déjà l'actrice savait pas jouer. Donc ça aidait pas, hein. L'actrice de Tara dans Sons of, elle est nulle. Donc forcément, ça aidait pas. Et puis tu sentais que et elle faisait un pas en avant, 15 derrière. Au moins, elle reste fidèle à ce qu'elle pense, la femme de Austin Butler. La soi-disant femme idéale, mais qui en cache plus. Voilà, exactement ça, ouais. J'avoue que Tara, je suis pas fan. Ah, moi, Tara, j'ai toujours détesté. Déjà, l'actrice ne sait pas jouer. À aucun moment, les séquences avec Charlie Hunnam, il y a une alchimie. Et puis alors, quand elle fait un pas, elle en fait 10 en arrière. Le personnage est mal écrit. Et satisfaction totale, le final de Tara. Alors là, Gemma, mais Gemma, je l'ai jamais autant aimée qu'à ce moment-là, hein. D'une satisfaction exceptionnelle. Ah, je pouvais pas la supporter, Tara. Je préférais largement. Il y avait plus d'alchimie avec la mère des enfants de Charlie Hunnam et celle qui joue dans The Walking Dead, Fear the Walking Dead, qui fait la patronne des prostituées, où il y a une vraie alchimie en seulement quelques scènes que Tara sur 6 ou 7 saisons. Faut que j'aille à Paris pour aller voir le film. Ouais, c'est le problème, c'est qu'il n'est pas diffusé beaucoup, hein. Il n'est pas à beaucoup d'endroits, donc j'espère que vous aurez quand même l'opportunité de le voir. C'est la fin de ce stream, messieurs, dames. 2 petites belles critiques de 30 minutes chacun sur les films. J'espère que ça vous donnera l'envie d'aller le voir. Je vous cache pas qu'il fait excessivement chaud, donc ça va sortir, j'espère, en légende le petit ventilateur que j'ai normalement pour la suite des streams pour la semaine, parce que là, c'est infernal. On se retrouve demain pour de la critique encore. The Boys. Demain, rendez-vous 21h. Je serai un peu en avance, hein, demain.
Je pense lancer le stream à 20h30, début 21h, puisque je suis pris ensuite. Je vais raid Horasia, c'était prévu, mon Cebu, ouais, si elle est toujours en live. Donc du coup, demain, petit stream les garçons. Après, on a le live vendredi spécial... merde, comment ça s'appelle le live vendredi spécial... merde, musique, Gucci Miel pour l'été. Hein, je vous ferai une petite playlist pour l'été. Samedi du Bully, retour à Bullworth, ça c'est que pour le kiff. Et on terminera en légende avec un live de 10 heures pour terminer juste avant les vacances, spécial. Comment ça s'appelle déjà Jeux multijoueurs ensemble. Je vous fais des bisous. La rediff sera évidemment disponible sur YouTube dès demain. Je vais aller me sécher, tout retirer parce que j'ai perdu 15 litres de flotte aujourd'hui. C'est une horreur, mais en même temps, bah, c'est bon pour la sèche. Des bisous et à la prochaine.